21, 21 juillet et je me lance. Il y a des mots ou des phrases qui tournent dans ma tête depuis un moment et je voudrais les confier, je voudrais les mettre en mots, même si déjà dans ma tête ça se présente sous forme de mots et de notions. Quelquefois, je peux dire que je fais un peu trop euh, d'extrapolation ou je fais usage un peu de façon immodérée de un certain. J'emprunte beaucoup. Alors, j'avais commencé et c'est une notion qui est en moi depuis un moment. C'est celle de. Ah tiens, j'ai oublié la notion, je viens de l'oublier. Voilà, c'est l'insécurité affective et j'avais trouvé et entre le moment où j'ai oublié, perdu le mot d'insécurité, je l'ai remplacé par le mot de précarité. Il y a évidemment beaucoup de proximité entre les deux euh, situations, entre les deux représentations. L'insécurité est une précarité, quelque chose, justement, c'est l'absence de sécurité, l'absence de certitude et il y a une forme de va-et-vient entre des moments apaisés et des moments désapaisés, des moments tendus et des moments beaucoup moins difficiles à faire passer. Voilà donc l'insécurité affective et évidemment pourrait se méfier de ce type d'analyse, de propos sur soi, une sorte, et j'y pensais encore, c'est comme si je discutais avec une personne en particulier, que j'essayais de la convaincre, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, je la maudis, donc je ne veux pas être rattaché à elle à chaque fois que je prononce un mot, et donc je fais un peu j'allais dire, de la psychanalyse, étant entendu que tout ce qui sort de la bouche est à double, j'allais dire, à double compréhension, à minima. Les choses qu'on dit sont souvent cachent, en apparence elles sont claires et évidentes, mais elles cachent quelque chose. Alors la malédiction, elle cache une déception qui, aux dimensions de l'immensité de l'univers connu et non connu. C'est tellement immense la déception qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne et vis-à-vis de d'autres personnes et vis-à-vis de tout le monde finalement. Évidemment, vis-à-vis de soi, cela va de soi, mais on essaie justement de remédier à nos défauts et à nos imperfections par le, le, la, par le fait de par à travers le compagnonnage avec d'autres. C'est finalement l'autre. C'est une opération dans laquelle tout le monde est gagnant. En fait, dans les faits, c'est moi je te révèle ce que tu sembles ignorer sur toi-même et tu fais pareil pour moi. Voilà, donc finalement, cette sorte d'auto-psychanalyse sauvage et sans un peu le protocole, encore, je ne sais pas s'il y a de protocole dans l'auto-psychanalyse ou l'auto-analyse, et en tout cas,
il y a quelque chose dans cette parole qu'on s'adresse à soi-même en premier, s'adresse à soi-même, quelquefois on ne la réécoute pas. Alors je ne vois pas l'intérêt de produire de la parole, si elle n'est pas, si elle n'amène pas un approfondissement dans l'interrogation qu'on se fait sur soi-même. Ou alors c'est d'un autre ordre et finalement une question qu'on posera aujourd'hui va être un peu le soubassement d'une autre question qui sera un peu plus, un peu plus, un peu mieux formulée, un peu plus complexe, un peu plus riche, un peu plus abouti. C'est pas indispensable de se réécouter comme de se relire, puisque finalement c'est un travail en continu. Il y a des éléments qu'on va oublier, mais c'est la loi de la vie, la loi des choses. On vit des choses, on pense des choses, on les oublie. Et justement, le fait d'enregistrer les choses est un peu une sorte de travail contre nature, puisque il s'insurge ou il se soulève contre la voix d'une sorte d'amnésie nécessaire, ou de, encore le mot refoulement, ou de mise à l'écart. J'en sais rien comment on peut dire les choses. En tout cas, voilà donc le concept élaboré par moi-même, et je n'en suis pas fier évidemment, élaboré suite à un ressenti fort et l'insécurité affective, comme on pourrait parler de l'insécurité économique, sociale. Alors je rajouterai donc dans l'insécurité affective, il y a l'insécurité relationnelle. Quand vous ne pouvez pas vous appuyer sur des éléments, j'allais dire, solides, quand vous naviguez un peu à vue et que le moindre coup de vent vous fait chuter. Vous n'êtes pas solide. Il y a quelqu'un que je voudrais maudire, mais d'une façon absolue. La malédiction la plus forte que je ne pourrai jamais lancer. Et cette malédiction, évidemment, j'aimerais qu'il y ait un autre monde, un monde ultérieur. Et j'aimerais que cette personne, elle soit condamnée à une souffrance sans fin, et même qu'elle soit condamnée de façon injuste. Même dans l'au-delà, j'aimerais qu'il y ait de l'injustice, parce que même peut-être qu'on ne lui trouvera rien comme acte répréhensible, mais moi je sais que c'est une mauvaise personne. Donc elle mérite l'enfer éternel. Elle mérite d'être damnée. Voilà, il y a comme ça des gens qui vous condamnent à mal vivre parce qu'ils vous ont trahi au-delà de toute mesure. Ils ont trahi toute la... Ils vous ont amené sur le chemin de la faute, mais ils vous ont dénaturé. Voilà la question, dénaturé. Le chemin de croix que je suis en train d'entamer, qui est illustré par les divers désagréments physiques. Je me lève, j'ai le dos courbé. Je me dis, c'est bien, moi aussi, je suis ma mère et je suis ma grand-mère. Ma grand-mère que j'ai vue avec le dos courbé et que cela me faisait
Je peux pas dire que ça me faisait mal. Euh, je, je- mais cela me dérangeait beaucoup de la voir un peu marcher courbée. Et évidemment, ma grand-mère, ma mère n'ont pas la taille que j'ai moi. Donc moi, j'ai un corps plus grand que je dois assumer dans sa courbure et dans sa tendance à vouloir comme ça, ne plus fonctionner comme avant. Donc je dirais la personne que j'ai maudit et que finalement, qui est plus âgée que moi, peut-être qu'elle a commencé son chemin de croix bien avant moi. J'espère qu'elle souffre. Mais je n'en suis pas assuré. C'est ni les souhaits qu'on fait, ni les malédictions, ni rien. Je suis assuré de rien. Tout cela est une sorte de mots comme ça, de verbalisation, pour essayer de, de mettre à jour une douleur que rien ne peut faire partir, que rien ne peut atténuer. Cette douleur-là, elle est... je me rappelle, j'avais écrit sur moi, je suis capable de décevoir énormément. J'étais... En même temps, c'est une phrase de condamnation terrible. Et en même temps, j'étais fier d'avoir élaboré cette phrase-là. Mais aujourd'hui, je peux dire, je peux l'utiliser dans un autre contexte par rapport et vis-à-vis, par exemple, par rapport à cette personne. Euh, et je dirais, oui, elle a été capable de me décevoir, mais de me redécevoir, au-delà de toute mesure. Voilà. On peut être déçu par soi-même parce que on manque de, de choses, on manque de clairvoyance, on manque de persévérance, on manque de rudesse vis-à-vis de soi-même. On n'est pas assez dur, on est trop mou. Et on n'aime pas, on n'aime pas le travail, on n'aime pas la peine. On aime plutôt se la couler douce, comme on dit. Et voilà le procès qu'on peut faire à soi. Mais l'autre, c'est... Moi, j'ai jamais cru en moi. Donc, je ne peux pas être déçu. J'avais pas. Mais il y a des gens en qui j'ai cru, quelque part. Ce qui me manquait, j'allais pouvoir y pallier grâce à ces rencontres. Et évidemment, dans une rencontre, il n'y a jamais de don, il y a le don et le contre-don. Moi, je t'amène quelque chose et toi, tu m'amènes quelque chose. C'est un échange. Ce n'est pas, je ne cherchais pas des relations de maître. Ah, je cherchais des relations de, j'allais dire, de confrère à confrère, relation de personne à personne, simplement. Des gens qui ont apparemment des accointances, voilà, a priori, voilà, et qui ont un peu une approche de la vie, ou de certains aspects de la vie, qui semblent correspondre. Il y a des correspondances entre des gens. Et quelquefois, ces correspondances sont un peu trop vite établies. On va très vite à la conclusion, on dit c'est la personne qu'il me fallait. Et non. C'est ce que j'ai voulu faire. Voilà une construction, une autoconstruction, j'allais dire non pas narcissique, mais une autoconstruction un peu illusoire, quelque chose qu'on met sur pied à partir de ses attentes. Et narcissique parce que finalement, vous, vous avez un moi, vous avez qui aspire un peu à s'illustrer dans une sorte de confrontation amicale, mais néanmoins forte,
confrontation d'idées, confrontation d'intelligence, confrontation d'intuition, confrontation de sensibilité, toutes sortes de confrontations. Et là, normalement, on se confronte à quelqu'un qui est du même niveau. Et ça, d'où, pour moi, l'utilisation monarchique, ça renforce un peu l'ego. Et voilà. Donc, ouais, j'ai un peu allongé le propos. Et en fait, donc j'avais cette expression de insécurité affective. Aujourd'hui, j'y ajoute précarité, précarité affective. Et puis, j'ai commencé à ajouter anorexie affective. Et puis, il y a quelques minutes, j'y pensais. J'ai un peu trouvé moyen d'utiliser la restriction, le concept de restriction calorique. Je l'ai emprunté, je l'ai utilisé pour la restriction affective, au social, au relationnel. L'insécurité affective vous conduit à être dans une sorte d'un no man's land, dans une sorte de monde indéfini. Et c'est un monde qui est évidemment n'est pas le vrai monde, c'est un monde no man's land, c'est un monde qui sert de tampon. Mais je ne sais pas ce que je pourrais utiliser moi, comment je pourrais utiliser la notion de no man's land. En tout cas, l'insécurité affective, ça se construit. Et évidemment, je viens de lire quelques titres comme ça. L'échec amoureux, etc., peut conduire à développer des maladies, peut conduire à avoir des problèmes cardiaques, par exemple, j'en sais rien. C'est évident que cela peut conduire à des problèmes physiologiques. Après, c'est sur le plan mental et sur le plan psychique, les dégâts sont là aussi très importants. Bien sûr, là, le narcissisme, l'ego est touché, quelquefois il est touché de façon permanente. Il est touché, il est blessé à mort. Voilà, il n'y a pas moyen, il n'y a plus moyen de rétablir l'état antérieur. Quelqu'un s'en est pris à vous de façon, j'allais dire, gratuite, exagérée. Il y a des gens, voilà, encore des nuisibles, voilà, on pourrait utiliser le terme de nuisibles, qui sont nuisibles pour les autres, parce qu'ils n'ont aucune considération pour l'autre. Et pourtant, ce qui est malheureux dans cette affaire, ce qui est, en tout cas, observable, c'est que c'est des gens avec lesquels on a partagé une intimité. C'est des gens, ce n'est pas n'importe qui. Et donc si c'est les mêmes qui s'en prennent à vous, qui vous dégradent de façon sans raison, sans raison, rien que pour parce que vous ne leur convenez plus. Voilà un peu la chose. Bien sûr, un trauma, on subit des traumas, j'en sais rien. Il y a des traumas, je ne sais pas si on l'en guérit, si le trauma est nécessaire. Je ne peux pas dire, tiens, oui, c'est nécessaire, c'est même quelquefois vraiment très conseillé. Les Vikings, d'après la légende, peut-être une légende
un peu faites pour les déconsidérer, mettez leur nouveau-né dehors, dans le froid évidemment, s'entend, et les laisser toute une nuit. S'ils passaient la nuit, ils étaient bons euh, à garder. S'ils mouraient, ben, c'est parce qu'ils étaient faibles. Voilà l'idée qu'on raconte. Alors s'il faut considérer que le trauma est nécessaire comme un moment d'initiation, un moment de passage, un moment de tri, voilà, plus vous êtes capable de résister au trauma, plus vous êtes un homme fort, un homme qui va aller loin, parce que vous arrivez à vous relever après les chutes, peu importe la gravité de la chute, vous vous en relevez et vous repartez à l'attaque. Jamais vous n'abandonnez, jamais vous n'abdiquez. Seulement, il y a, si ça avait été aussi facile, ça avait été aussi net. Par exemple, on va prendre un exemple. Deux pays qui se font la guerre. Après, ils passent par un moment de... Ils arrêtent de se faire la guerre, et puis ils arrivent peut-être à un moment à vivre, à ne plus s'hostiliser. Mais, par exemple, je ne sais pas, et puis à pouvoir entamer de nouvelles relations. Si, par exemple, on va dire, j'arrive pas à trouver un terme, bon, en tout cas, deux personnes qui se sont rencontrées. Évidemment, dans la vie, on ne fait que peu de rencontres. À partir de quel moment on peut appeler une rencontre, je n'en sais rien. Une nuit, c'est pas une rencontre. Quoique, une nuit, je vais dire quelques heures de relation intime, j'en sais rien. En tout cas, souvent on renonce alors qu'il ne faudrait pas renoncer. Faut, quand on est intéressé, quand on est réellement motivé, il faut revenir à l'attaque, il ne faut jamais lâcher. Donc une nuit, je me rappelle de cette fille avec laquelle j'ai eu une relation, une nuit comme ça, une relation qui ne m'a pas convaincu. Je dirais de ma faute, parce que souvent, si le mal ne fait pas son travail, donc c'est... Et dans le cas, c'était moi le mal, donc j'ai mal fait mon travail. Donc, mais il y avait quelque chose, il y avait un visage il y avait une paire de seins, et puis il y avait un visage. Et le visage ne me disait rien. La paire de seins, elle était quelque chose d'assez remarquable, mais le visage ne me disait rien. Le visage, évidemment, la paire de seins, tout en courbe et tout en rondeur, et puis le visage anguleux. Je sais pas, ça remonte à plusieurs décennies, mais en tout cas, le visage anguleux, oui, elle m'avait dit qu'elle avait un ami, un copain, comme on dit. C'est pas le copain qui m'a arrêté, c'est que ça a été trop rapide, il n'y a pas eu c'était dans une soirée, j'avais bu, elle avait bu, et elle n'était pas intéressée par moi, elle était intéressée par quelqu'un d'autre, et en fait parce que l'autre personne avait déjà une amie, donc elle s'est rabattue sur moi. Moi je sais pas pour qui, j'avais de l'intérêt, je ne pense pas que c'était pour elle.
Donc finalement, une situation un peu absurde, un peu sans intérêt. Pas absurde, mais sans intérêt. Une suite un peu de... une suite de moments un peu que ni elle ni moi pourrions assumer. Donc finalement, ça s'est conclu sur un départ et un départ définitif, une absence à l'autre, comme ça, d'un commun accord. Faut-il regretter? Faut-il regretter? Là, on ne peut pas dire qu'il y a eu trauma, il n'y a pas eu de trauma. Il n'y a rien eu. L'insécurité affective, quand vous avez la peur, quand finalement c'est la peur qui vous guide et non plus le désir. Vous avez le désir, mais la peur est plus forte. La peur. Et je ne sais pas, et quelque part, dans cette auto-analyse, hein, toujours, et souvent on parle, en analyse, on parle d'association, association d'idées, association d'images, et souvent on transpose et on applique quelque chose sur une situation qui, avec laquelle il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'automaticité, il n'y a rien. Et donc on a peur de quelque chose alors qu'en fait on a peur par rapport, pas parce qu'il y a eu quelque chose de concret qui nous a fait ressentir cette peur, mais par rapport à une peur qui est rattachée à autre chose. Cette personne éveille en moi un sentiment de peur. D'accord, elle éveille peut-être, mais c'est pas obligatoirement, c'est pas parce que c'est elle. Ce sentiment de peur existe, indépendamment d'elle. Il pourrait se réveiller avec n'importe qui, avec peut-être la moitié de l'humanité. Alors pourquoi barrer définitivement cette personne et dire non, elle me fait peur, alors je fais rien avec. Elle me fait peur, je sais pas, je me vois dans déjà, je suis avant de commencer, je suis déjà le perdant dans l'affaire. Avant de commencer quoi que ce soit, aucune certitude. Est-ce la faute? Est-ce au manque d'exemples? C'est-à-dire, moins on a fait de rencontres, moins on a d'exemples et de contre-exemples. Et j'en sais. En tout cas, c'est. Voilà, l'insécurité affective, c'est parce que vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous exposer à quelque chose euh, qui a un côté désagréable, qui a un côté appréhensant. Mais pourtant, l'essentiel aurait été de dire, c'est pas ce qui va se passer qui va m'importer, c'est plus moi et ma peur. Comment je vais aller au-delà de ma peur, j'allais dire peur presque instinctive. Cette peur qui... non, j'irai au-delà de ma peur. Et puis, il se passera ce qui se passera. Il ne se passera jamais rien de grave. Rien de grave ne se passera. Cette personne ne constitue pas un danger physique pour moi. Elle pourra me dire des choses, moi aussi je pourrais lui dire des choses, elle pourra... Et j'aurai toujours le moyen de répondre. Et puis, si je ne réponds pas comme il faut, ce sera de ma faute. Et puis, j'apprendrai à mieux répondre la fois d'après, etc. Et plus on renonce parce qu'on a peur, et plus on va aller dans la renonciation et dans le renoncement. Plus on va être un renonçant. Et à la fin, on n'a pas d'histoire affective. On a quelques ersatz,
j'allais dire, quelque chose qui ressemble à une histoire affective, mais qui n'en est pas une. C'est bien sûr un ersatz de café, voilà, vous mettez un peu de café et vous mettez autre chose, des pois chiches grillés, des choses comme ça, et vous faites comme pour y faire un ersatz, de beurre, un ersatz. Il y a un peu de vrai, de la vraie matière, après le reste c'est que du remplissage. Et vous avez une vie dans laquelle il y a sûrement, il y a eu des choses, des événements, des histoires. Mais si on doit les, les partager sur, par exemple, on va dire 40 ans, ça ne fera pas beaucoup. Combien d'heures d'histoire par an? Ça fera quelque chose de très très modeste. Et donc, voilà, c'est un ersatz. Ersatz, c'est de vie sentimentale, de vie amoureuse, de vie sexuelle. J'ai vécu d'ersatz. J'ai pas connu la vérité des choses. Voilà un peu la chose, l'insécurité affective. Quand vous ne pouvez pas faire confiance aux autres, quand il y a un sentiment d'insécurité permanente, une sorte d'instabilité, une sorte pour tenir le coup, il faut se transformer. La restriction calorique, c'était quelque chose que j'ai rencontré il y a peut-être 37 ans, 36 ans. J'ai rencontré un article comme ça qui parlait de la restriction calorique pour essayer de vivre longtemps, pour vivre pour une plus grande longévité. Je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. L'article, je l'ai toujours. J'imagine la personne qui se trouvait illustrer l'article a dû mourir depuis un moment, ou alors elle est très vieille, mais l'idée est toujours en moi. Donc voilà, ce soir, donc la restriction calorique est devenue. Ça reste la restriction calorique, c'est quelque chose qui, j'allais dire à la mode, c'est quelque chose qui n'a pas disparu. Et le jeûne pourrait être un de ces aspects. En tout cas, l'idée, la restriction affective, c'est de pouvoir vivre avec très très peu de signaux ou de stimuli affectifs. Vivre avec très 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 peu. Vraiment quelque chose de presque sans poids, tellement léger qu'on ne peut pas le mesurer. C'est comme ça, c'est peu. Je vis de peu. Évidemment, je ne suis pas le seul. Alors, je ne suis pas moi dans le monde. Moi, je suis du monde. Je fais partie du monde. Ce que je raconte, d'autres peuvent s'y retrouver. Je ne suis pas la voix des sans-voix, mais je suis une voix qui traverse ce que traversent d'autres gens. Seulement, ces gens-là ne le mettent pas en mots ou ne le mettent pas sous ce format numérique. C'est quelque chose comme je me réveille et mon corps est vieux. Ça arrive tous les jours à des millions, des centaines de millions de gens. Millions, milliards de gens vivent avec une sorte de régime de restriction affective parce que ils sont seuls, que personne ne leur rend visite, parce que leurs liens se sont rompus avec leur parenté, parce que avec leur parentèle, ils se retrouvent seuls, et en plus, souvent, la solitude accompagne aussi
le grand âge, seul et dans une sorte de déficience physique, ce qui n'allège pas la chose. Et un coup, il y a ces gens qui étaient atteints par une sorte de phagie excessive et sur lesquels on pratiquait une sorte d'opération consistant à réduire le volume de l'estomac. On a des besoins affectifs et ces besoins peuvent être assez monstrueux, assez énormes. Il y a des gens qui ont besoin d'être en permanence sollicités, stimulés, interrogés, intégrés, qui ont besoin de contact permanent, contact visuel, contact verbaux, contact de toutes sortes, contact tactile, et que finalement ils se retrouvent avec rien. Alors ils font quoi? Ils pratiquent cette opération de rétention, de réduction du besoin affectif. Ils peuvent vivre un rien les rassasie. Un rien leur suffit pour pouvoir se sentir comblé. Petit quelque chose qui arrive un jour ou qui n'arrive pas. Et que finalement, voilà, la restriction, c'est un jeûne permanent. Là, on n'est plus dans la restriction, on est dans le jeûne total. Et puis même quand cette insécurité affective conduit à une sorte, je vais réduire mes besoins, et donc voilà, d'où l'anorexie, etc. Mais, et même quand j'ai en face de moi des manifestations de tendresse ou d'affection, je reste loin. C'est-à-dire, je me tiens à distance. Je vois cela de façon détachée. C'est comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a des situations, en fait, comme un peu le choix ultime, ou la liberté ou la mort. Finalement, le choix est assez limité, ou c'est-à-dire une sorte d'amnésie ou de privation, comme on pourrait dire, de privation sensorielle. Là, c'est la privation de lien, c'est-à-dire se couper des autres volontairement, de tout le monde, pour pouvoir continuer d'exister. Sinon, c'est soit la folie, et la folie qui peut conduire à la mort, soit c'est peut-être devant les choses qui deviennent totalement impossibles quand on a tant de morts comme ça et qu'on est assuré de ne pas bien finir sa vie, et quand on a l'horizon qui est totalement bouché, le seul moyen pour tenir, c'est de faire en sorte de pratiquer une sorte non pas de refoulement, mais des substantialisation. C'est comme si j'enlevais la matière au sentiment. Le sentiment est vide. Il n'a plus de substance, il n'a plus de corporéité, il n'a plus de matière. Alors je vois les choses se passer, c'est terrible, c'est énorme, c'est horrible, mais moi, je continue.
je me lève, euh, je me lève le matin, j'ai le dos courbé, j'attends que cela parte et après je vais comme une sorte d'automate. Et un automate, évidemment, ça me rappelle, euh, ce livre. Est-ce que les robots rêvent euh, est-ce que les robots rêvent de moutons? Ben, je ne me rappelle plus très bien le titre. En fait, c'est rêve de mouton. Le rêve de mouton, c'est les moutons qu'on compte avant de s'endormir, je pense. Et donc, il y a euh, Chips, je sais plus, en tout cas, j'ai oublié le titre en anglais, j'ai oublié le nom de l'auteur. Après, le film, je m'en fiche. C'est ce qui était important, c'était le rêve. Voilà donc, il y a des gens qui pensent, qui posent la question, oui, on peut être un automate et rêver quand même. Donc, c'est pas évident de se positionner comme un automate. Euh, c'est pas évident, on n'y arrive pas. Mais c'est le souhait, c'est le désir ultime, c'est de devenir une sorte d'automate. Vivant, parce que l'autre alternative, c'est mort. Aucun intérêt d'être mort, aucun intérêt d'être vivant non plus, mais tant qu'à faire, j'en sais rien, on attend. On attend quelque chose, un miracle. Quand on est mort, on n'attend plus rien. Je sais pas. Ouais, un jour, on va ouvrir la tombe et ils vont vous mettre quelqu'un, va rajouter quelqu'un. Et vous allez avoir quelqu'un qui s'allonge sur vous. Vous pouvez avoir ça, ou un jour, j'en sais rien, mais on n'attend plus rien. Il ne se passe plus rien. Vivons, malgré tout ce qu'on fait, évidemment, contre le l'existence, le sentiment, contre la persistance de mémoire, contre la persistance du désir, tout ce qu'on fait pour s'exciser psychiquement, eh ben, quelque part, on attend. Un jour, je n'en sais rien, on attend. On se dit, le monde est plein de surprises. Je n'en sais rien. Et il y a cette idée, chaque personne a quelque part quelqu'un qui lui correspond, ou plusieurs, en tout cas au moins une personne dans ce monde. Et il suffit de d'avoir un peu de chance. C'est vrai, avec cette histoire de d'absence d'odeur, je ne sens plus rien, sauf l'oignon. Quand l'oignon est un peu, qui commence un peu à se faisander, ouais, j'arrive, j'ai encore un odorat, mais en dehors de ces quelques situations, je sens plus rien. Euh, Ça fait longtemps que je n'ai pas senti l'odeur d'une fleur. Ça fait longtemps. Bon, pendant des années, j'ai plongé le nez dans les roses. Évidemment, les roses ne sentent rien. Les roses qu'on voit belles et tout, elles ne sentent pas. Donc, il aurait fallu tomber sur des rosiers, un rosier sauvage. Mais bon, en tout cas, l'odeur, et voilà. Et donc, la vue qui commence à manquer. Et je ne sais pas pourquoi à décliner. Et je ne sais pas pourquoi je voulais parler
c'est toujours cette vaine tentative qu'on a un peu de, comme quelqu'un qui voudrait illustrer les choses qui lui traversent l'esprit. C'est vrai, des gens sont allés voir ce qu'a fait Bosch, par exemple, et d'autres plus tard, évidemment, pourraient essayer, avec le courant psychanalytique, et puis Dali, les surréalistes et tout, quelque part, pourrait même, je sais pas, les dadaïstes, tous ces gens qui ont un peu fait autre chose que la représentation figurative, oui, quelque part, on pourrait dire que c'est une transposition d'un état mental. Et, quoique Bosch, c'était plus peut-être par rapport au démon d'enfer, donc c'est moins. Donc on avait à un moment une idée peut-être très claire de ce qu'est un démon. Évidemment, un démon, c'est une composition, c'est une sorte de chimère. Et on va prendre des morceaux et on va les amalgamer, ça va faire, le terme est bien choisi, amalgamer, ça va faire quelque chose à chaque fois. Donc, ouais, une sorte de. Un peu la chose qui devrait. C'est. La chose qui est dans la tête, c'est la chose qui ne s'installe pas spécialement, qui est de passage, qui ne peut pas être totalement fixé. Il faudrait inventer, peut-être ça a été déjà fait, il faudrait inventer des toiles. Je me rappelle ce Banksy qui avait fait quelque chose qui à un moment donné était programmé pour s'auto-détruire. Et ça s'est auto-détruit pendant que ça a été mis, pendant que les enchères se faisaient justement autour de la chose qui était prévue pour. Bon, je ne sais pas comment c'était, peut-être qu'il y avait un mécanisme. Je ne pense pas que ce soit la programmation pure, peut-être c'était quelque chose qui a été télécommandé. Mais en tout cas, la chose, ce serait des pigments qu'on met, qu'on fixe. A priori, ça peut tenir tel que pendant un moment, mais ça finira quand même par subir un peu la loi du temps. Ça ne sera. La matière se désagrège, quoi qu'on fasse. Elle peut se désagréger selon des vitesses plus ou moins rapides, mais en tout cas, plus ou moins élevées, mais en tout cas, elle se désagrège. Donc, par exemple, j'en sais rien, il faut rapidement restaurer les œuvres qui sont faites actuellement parce que les matériaux utilisés, c'est pas des matériaux, je sais pas, c'est pas des matériaux qui sont faits pour des durées de vie très longues. Voilà, de la peinture industrielle, de la peinture à l'huile. Je parle de la peinture industrielle, ça peut-être dure peut-être 20 ans, 30 ans, mais après il faut restaurer. Donc on restaure plus vite que pour les œuvres de la Renaissance ou les choses comme ça. En tout cas, voilà un peu la chose, la pensée et la parole, elle est plus fidèle à ce mouvement de la pensée qu'une représentation fixe, qu'une photographie, qu'une peinture, qu'une œuvre de cinéma, peu importe. L'œuvre de cinéma, c'est du faux à 100%. Donc mais en tout cas, on va dire les mots,
ce sont toujours les mêmes mots. Et quelquefois, ils sont utilisés dans un ordre différent du précédent, dans un contexte. Et puis, il peut y avoir l'intonation. Il peut y avoir le moment où ils sont intégrés. C'est peut-être les mêmes mots, mais ils s'accompagnent d'autres mots. Et chaque fois, ce sera une phrase pivot, par exemple, mais autour, les mots vont changer. Voilà. Comme une sorte de meule. Et si on y met de l'orge, ben, elle va moudre de l'orge. Si on y met du blé, ben, elle va moudre du blé. Donc on décide mais qu'il y a une base, mais qu'après, à chaque fois, on change un peu les éléments qu'on va intégrer à la base. Bien sûr, les images mentales ne sont pas faciles à traduire, quoi qu'on dise, puisque souvent, quand on parle, ben, les images mentales s'arrêtent. La fabrication d'images s'arrête. Donc, comme quand on essaie de penser, souvent on parle à quelqu'un, et on peut avoir une pensée qui n'a rien à voir avec ce qu'on disait, ce qu'on était en train de dire. Est-ce qu'on pourrait avoir une triple opération mentale? C'est beaucoup moins évident. C'est beaucoup moins courant en tout cas. Et donc, apparemment, la production de mots interrompt l'apparition d'images. C'est les mots et leur fabrication, leur mise en bruit, leur mise en onde, et qui va devenir la chose principale, essentielle du corps. Le corps pense, mais il ne pense pas comme quand il ne parle pas. Le corps voit, mais il ne voit rien. Il ne voit rien. Il est comme si je vois, j'ai encore la vision, mais que la vision ne voit rien. Ne voit pas ce qu'il y a devant. Je ne vois pas ce qu'il y a devant. Puisque généralement, il est là, j'ai un horizon qui est limité, c'est le mur. D'ailleurs, par exemple, l'étagère et ces choses-là. Mais je ne les interroge pas, je ne les intègre pas dans ce que je dis. Je ne les vois pas. Ma vision s'arrête à ces limites-là, à ce fond d'étagère, mais elle n'a pas laissé, elle s'en fiche d'être arrêtée par un mur ou par un fond d'étagère. Elle s'en fiche. Elle ne cherche pas à savoir aller au-delà. Elle est, voilà un peu le processus de fabrication de mots. Et je ne sais pas comment dire. Par exemple, quand vous êtes face à quelqu'un et vous parlez, il y a peut-être de façon bien consciente ou un peu moins consciente une attention à ce qu'il va faire, à à ses réactions, mais je ne sais pas, quand vous dites quelque chose selon la nature de la chose, si vous êtes par exemple dans une sorte de tentative de prise de pouvoir par les mots, vous essayez un peu de dominer l'autre et vous allez voir les réactions. Vous commencez tout doucement et vous allez voir si de sa part il y a une résistance, vous allez la sentir. Si, je ne sais pas, vous êtes attentif. En tout cas, vous êtes attentif. Là, en parlant, je suis attentif à rien. Je suis attentif à moi-même et quelquefois, c'est ma voix qui me pose problème. Elle est trop basse. Bah, aujourd'hui, je trouve qu'elle est bien installée. J'ai pas à m'en faire. Et puis, il n'y a même pas cette envie de faire de faire dans la performance. Oui, il y a un petit souci, mais c'est vraiment petit.
c'est l'habitude aussi qui fait cela, l'habitude de parler, même si cela fait quelques temps que je n'ai pas pris la parole. Mais en tout cas, il y a une habitude, il y a des automatismes et voilà, cette opération mentale, elle repose beaucoup sur des automatismes. Donc je m'interroge toujours sur le, le, le travail de cette sphère du langage. Évidemment, sphère du langage, c'est pas que le langage, il y a plein de choses avec. Le langage, il n'est pas autonome. Hein. Et voilà, donc il y a toujours des interrogations qui restent. Après, bon, je pense, j'ai pas l'idée que je m'attendais à développer un peu mieux l'idée l'idée d'insécurité. Et en fait, je sais pas, pourquoi j'ai été contre la psychanalyse, j'en sais rien. Je l'avoue, je n'en sais rien. En tout cas, les choses, c'est que cette compréhension, cette révélation, quoique le mot est, il est trop connoté, donc, mais en tout cas, cette compréhension de certaines choses, ben, elle arrive toujours un peu tard. Et pourquoi j'ai parlé de psychanalyse, auto-analyse sauvage, c'est que oui, elle est sauvage, pas parce qu'elle est sauvage, c'est-à-dire, je pourrais interpréter le mot sauvage par le mot libre, mais ce n'est pas ça, c'est une interprétation postérieure. Non, l'idée c'était, oui, sauvage, c'était un peu, j'allais dire, non ordonné. Mais ça veut dire quoi, non ordonné? Ça veut dire qui se produit sans que cela ait été voulu. Ça se produit comme ça. Et ça a peu de chances d'être poursuivi. L'exemple, il faut que j'avais commencé cette série de auto-analyse en terrain découvert. Je n'ai pas continué, il faut que je la reprenne. Comme j'avais fait ce travail aussi que j'ai appelé voyage au bout de soi, il faut là aussi que je reprenne ce travail. Et évidemment, j'avais eu un conflit avec le mot proposition parce que c'était quelqu'un qui faisait de la danse intemporelle, qui utilisait ce mot de proposition. Bah, j'ai essayé souvent de pas l'utiliser. Et c'est vrai, je lui en dois la paternité quelque part. Ce sont. Et lui, il avait une proposition dans le sens, il essayait de ne pas préparer quelque chose à l'avance. Il avait bien sûr une idée, il y a un thème philosophique ou esthétique ou des choses comme ça. Et puis après, le problème c'est que les gens voient en lui un peu toujours le même, la personne qui fait la même chose. Il y a une sorte de permanence forte, apparente, ou en tout cas extérieure. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus qui est un peu inaccessible. Seulement, le problème avec le corps, c'est que le corps, c'est qu'il, si on a tendance à bouger le bras, ou le bassin, ou la tête d'une certaine façon, ben on aura toujours tendance de les bouger un peu, avoir une sorte de prédominance. Et si on a un corps, d'abord rien que cela, un corps d'une certaine corpulence par exemple, corps corpulence, bon, c'est la même chose. Un corps, il a une marque dans l'espace. Et ce corps, c'est toujours le même. On ne peut pas en changer.
Il fait 1m80, il fait 1m80. On a un visage, on a toujours le visage. Et on ne peut pas faire dire une chose puis son inverse avec le même corps. Il faudrait, je ne sais pas, un jour arriver avec la moitié de son corps. Ou arriver avec un membre en moins. Ce n'est pas possible. Avec les mots, il y a la possibilité. D'ailleurs, on est un peu quelquefois dans la réactivité. On peut parler de quelque chose dans la réactivité. On ne va pas attendre d'avoir une installation, d'avoir des gens qui vous accompagnent, etc. Non, on y va. On y va et c'est réellement, et c'est beaucoup plus improvisé. Et même si, là aussi, c'est la même voix, mais elle change avec les années. Et puis, mais ce qui change, c'est la capacité. Et quelquefois, on est en capacité de mobiliser un nombre considérable de mots et de concepts, et quelquefois, et d'images, etc. Et quelquefois, on est un peu limité. Et quelquefois, on est très, très présent dans la proposition, quelquefois, on est un peu extérieur à la proposition. Et comme, je ne sais pas, comme cette fable biblique qui là, Dieu est le Verbe, etc. On peut la retrouver dans d'autres textes fondateurs. Et c'est vrai que le Verbe, il a tendance à porter l'intégralité du monde. À partir d'un mot, on pourrait, un geste, on pourrait le ralentir ou l'accélérer, on pourrait un geste, ça reste un geste. Il est souvent lu de façon uniforme. Un mot, on peut l'interpréter. Alors, par exemple, vous pouvez, je ne sais pas comment dire, il peut y avoir des gestualités propres à des continents culturaux symboliques, je ne sais pas, une façon de bouger le corps, mais finalement le corps reste le même. Il bouge, on peut avoir tendance, je ne sais pas, à bouger la tête d'une certaine façon, à hausser les épaules un peu plus facilement, à utiliser les mains, à moins les utiliser, à regarder droit. Alors que les mots, quand on voit les langues des gens, des différentes aires linguistiques, c'est d'une variabilité assez importante, assez époustouflante. Donc les langues varient encore plus que la je ne sais pas, morphologie des gens, etc. Voilà les mots à partir d'un mot. À partir d'un morceau d'argile, on ne peut pas construire un morceau d'argile, on ne peut pas réaliser quelque chose. Il faut un morceau et un morceau et un morceau. Un mot, à partir d'un mot, un mot, il est relié à autre chose. Et peut-être, selon chacun, il est relié, quand on prononce le même mot, il est relié, je ne sais pas, à une vision particulière, un souvenir, à une série d'événements. Déjà, donc là, il y a une sorte de variabilité très en puissance, puis après, le mot, on peut le dire à un moment. Il y a des moments qui conviennent mieux à un certain mot. Et un mot seul, selon, évidemment, j'ai toujours cette envie-là, un mot seul pourrait, quelqu'un pourrait arriver quelque part, dire un mot et s'en aller. Un mot. Et puis,
comme dirait l'autre, ce tricheur ou cet escroc de Lacan, oui, ce qui importe, c'est ce que vous allez penser entre deux analyses. Vous rentrez, vous disiez un mot, ou deux, je ne sais pas, c'est peut-être 1 minute, 2 minutes, puis après c'est bon. Voilà une sorte j'allais dire, une sorte de, non pas sevrage, mais une sorte de frustration. Cette frustration elle-même va, etc., faire réagir. Oui, mais on pourrait faire cela de façon beaucoup moins traumatisante. Un mot, je ne sais pas, il y a une ère culturelle ou symbolique. Pour elle, le mot important, c'est li, iqra. Voilà le mot. Et le texte, l'ensemble du texte s'appelle Coran. Il est venu, il est issu de ce mot, de cette injonction. Lis, lis. Et le Coran, c'est ce qui se lit. Donc, évidemment. Et souvent, d'autres, on pourrait prendre un mot. Il peut y avoir un mot ou une phrase. Un mot, c'est bien un mot. Je ne connais pas au début Dieu était le verbe est Dieu et le verbe était Dieu. Déjà, c'est long. Long. Il faudrait un mot. Et il y a des mots qui sont très, très faciles. Si je dis l'apparition, selon l'ère culturelle, ça va être très, pour certains, c'est la Vierge, tout de suite, l'apparition de la Vierge. Et puis la chose est réglée. Pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. L'apparition, je sais pas, c'est quelquefois, Aïcha Kondisha, voilà. Et si j'utilise le terme de visitation, oui, il y a comme ça, quelqu'un m'a visité dans un songe. Il m'a dit de faire ceci ou cela. Les gens qui décidaient d'aller en pèlerinage à la Mecque, c'est que ils ont été visités par le prophète. Et donc voilà, ils ont été appelés. Alors si je dis visitation, je ne sais pas, dans un autre contexte, ça va être culturel ou symbolique, ça va être quoi? Ça va être compris comment? Et donc, mais on pourrait, à travers un mot, et sans qu'il y ait d'obligation, simplement, les mots sont tellement importants, ce sont des codes, des codes déchiffrables, sont à la portée de n'importe qui, c'est le code facile, le plus facile qu'il y a, mais pourtant, c'est pas parce qu'on connaît le code qu'on a fini avec, avec la quête. La quête n'est pas terminée après l'accession au code. Il faut continuer de chercher. Et après, on a son destin, quelquefois, qui est lié ou relié à un certain mot en particulier. Il y a des gens qui sont plus liés à la voie de la douleur, la via dolorosa, et des gens qui sont plus dans la douleur, parce que la vie ne cesse de leur donner des coups. Ils sont dans la douleur, voilà. Le noir, c'est une personne qui le porte toute sa vie. Jeune veuve, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, elle porte le noir jusqu'à ses 80 ans.
jusqu'à ce que c'est 82 ans, 83 ans. Toujours le noir. Toute sa vie, elle ne s'est habillée que de noir. Voilà ce que ça peut signifier, le noir. Puis après, c'est un peu la quintessence, hein, la quintessence l'essence de quelque chose. Le mot exprime un peu l'essence de quelque chose. Et évidemment, c'est puissant. Une essence, c'est puissant. Donc il faut la goûter, l'utiliser de façon progressive, de façon, j'allais dire, précautionneuse. Il y a des mots qui sont... Il y a des mots qui sont chargés de choses. On sait qu'il y a des mots qui sont en embuscade. Un jour, ça va tomber sur nous. Ce jour-là, je vais accéder à une nouvelle identité. Je vais accéder à un autre aspect de l'existence. Je vais devoir le passage, le changement, la métamorphose. Le renversement, le retournement. Voilà, donc en quoi cette prise de mots, cette prise de parole, et en quoi elle est assez particulière, c'est que, bien sûr, la différence, je ne sais pas comment dire, vous êtes en train de danser, vous avez entendu quelque chose, vous ne pouvez pas l'intégrer de façon comme ça rapide à votre expression corporelle. Peut-être que vous ne l'intégrerez jamais. Avec les mots, il est possible d'intégrer rapidement. D'ailleurs, on dit facilement jeu de mots, et c'est plus difficile. Jeu de gestes ou jeu de corps, c'est plus difficile. Cette personne un jour a dansé avec une fille, ce qui fait que ça a changé quelque chose, le fait de faire avec l'autre. Ça a créé un changement, une tension même. C'était intéressant. C'est comment en fait surprendre. Il y a quand... Bon, je ne l'ai pas... coup d'état en mots, et il faudrait presque un peu, ça demanderait d'efforts, ça serait un peu comme quelque chose d'un peu fabriqué. On fabrique, hein, quand on peut fabriquer, et quand on n'a pas le choix, on fabrique. On fabriquait du happening, un peu de l'événement. C'est-à-dire à un moment donné, quand on est quelque part, et on casse un peu. On introduit un élément de variabilité, un élément... on échappe à la prévisionnalité. On n'est pas prévisible. On devient un moment, on sait qu'il va y avoir quelque chose. Je n'en sais rien, quelqu'un qui se mettrait, par exemple, à un moment donné, il y a quelqu'un qui était justement lui aussi dans l'expression corporelle, à un moment donné, il a réintégré un fond culturel qui était là à disposition. Voilà. Et depuis, il ne s'est pas arrêté, après il a donné des mots à cela, c'est son problème. Après on peut choisir dans les mots ce qui nous intéresse. Après, il faut avoir une raison d'exister, une raison sociale. Et donc, il faut inventer des mots, il faut être
il faut inventer une école, etc. Mais en tout cas, il a emprunté. À un moment, je pourrais penser à emprunter quelque chose, la sortie de son contexte, il l'a utilisé. C'était assez, j'allais pas dire déstabilisant, c'était incongru, un peu bizarre même, bizarre. Donc quelqu'un qui essaie d'intégrer un fond religieux, il l'intègre dans une expression dite artistico-esthétique, et c'est la manière qu'il a trouvé, lui, de se réincorporer cette identité. Il fallait qu'il passe par ça. En tout cas, c'est une chose qu'il a faite un peu en petit comité. Quelque part, il n'avait pas grand-chose à perdre. C'est un peu trop facile, d'ailleurs, je dirais. Donc, à un moment, moi, je vais faire aussi dans l'emprunt, puisqu'il y a des gens qui sont un peu dans l'extase et quelque chose comme ça, et ça leur arrive de manger du verre, de casser du verre, de le manger. Bon, il y avait d'autres actes comme ça un peu forts, mais ça reste un peu discuté. En tout cas, quelqu'un, il faut un peu ce corps qu'on a. Donc manger du verre, c'est quelque chose d'assez risqué. Il y a des gens qui le font. Est-ce une manipulation? Est-ce vraiment réel? En tout cas, il faut un peu attaquer l'intégrité du corps. Soit à un moment, évidemment, moi j'aurais tendance à voir un coït sur place, puisque finalement, quand on deux personnes de sexe différent, peu importe, à un moment donné, quand ils sont dans la proximité, pourquoi ne pas simuler et même faire l'acte? L'acte en soi est un acte très respectable. Donc à un moment donné, et puis il peut y avoir comme ça une sortie. C'est qu'à partir du moment où on fait des sorties de route, qu'on s'aperçoit que, je sais pas, qu'on se rend compte de certaines choses. On expérimente la peur, qu'on expérimente un peu les limites de sa puissance, et quelque part on a entre les mains un objet qui est assez maniable, mais qui peut là aussi vous enlever la vie. Et les sorties de route. Alors c'est le sortie, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver la bonne utilisation de cette image. En tout cas, comment dire, il faudrait que je me surprenne moi-même. Il faudrait que je sois parti pour un programme que je m'étais imaginé. Et puis, au milieu du programme, je n'ai rien de prévu. Je prends ce qu'il y a. Évidemment, on n'est pas dans cette chose, dans ce numéro de musical qui consiste à demander à des gens, à s'arranger déjà avec des gens et à leur demander leur nom, à leur donner leur nom, alors le contenu de leur portefeuille. Il faudrait se saisir de quelque chose qui est dans la salle et utiliser qui n'était pas prévu. Je ne sais pas, et puis le prendre, quelqu'un qui est parti à quelque chose qui appartient à quelqu'un, puis l'utiliser. Mais l'utiliser de façon tout à fait, j'allais dire, impropre ou tout à fait imprévue. Il faut qu'il y ait. Après, est-ce une obligation? La question reste posée. Quand on est un peu dans l'attendu, ce qu'on fait est peut-être un peu anticipé par l'autre. Mais on n'échappe pas, évidemment, je le dis et je le redis, on n'échappe pas. On est soi dans un peu dans plein d'instants. On reste soi. Après, avec les mots, je ne sais pas comment dire, avec les mots, c'est vrai qu'on sait qu'on jette un seau dans
dans une réserve d'eau, dans une sorte de puits, et on remonte. On sait qu'on va remonter de l'eau. Et les mots qui sortent de moi, c'est un peu quelque chose qui qu'on a peut-être déjà entendu, mais on espère qu'à un moment, il y ait quelque chose qui se produise. Voilà un peu le miracle qu'on attend, c'est qu'il y ait un accident dans la production de mots, qu'il y ait une sorte de perte de contrôle, ou qu'il y ait une sorte d'élément, une sorte d'irrationalité, une sorte d'errance même, et que c'est à partir du moment où on perd j'allais dire, c'est pas qu'on perde le contrôle, mais qu'à partir du moment où les choses s'emballent, ou quelque chose comme cela, ou ralentissent, pourquoi pas, ralentissent de façon assez, assez conséquente, quelque chose qui n'est pas dans le ton général. Bon, je vais arrêter parce que j'ai épuisé un peu ce que j'ai en moi. Et évidemment, ce n'est pas encore ça. Pas encore ça. Je dois apprendre. Et comme et je risque de ne jamais bien faire. La preuve, c'est ce pain que je n'arrive pas à faire, que je rate à chaque fois. Ces préparations culinaires que je sens que je rate. Parce que il est possible que je rate. Je passe ma vie tout à côté des mots, des bons mots, des bons arrangements, des bonnes propositions. Que je sois toujours un peu dans une sorte de mélangeation un peu indigeste, un peu qui passe pas. On n'est pas, je suis pas à l'abri, je m'en fais pas tant que ça. Si c'est ça, je le prends, je l'accepte. Je rate du pain, je le mange quand même. Parce que bon, et je rate un repas, je le mange quand même. Je ne veux pas jeter. Voilà, mes mots sont mes mots. Là, évidemment, c'est moi qui les ai énoncés. Après, évidemment, je dirais, ouais, un peu pour me couvrir, je dirais celui qui discrédite ce travail, il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à le faire lui-même, il verra combien c'est pas évident. C'est pas évident. Que ce que je dis aujourd'hui, c'est si j'ai comment dire, cette apparente facilité d'élocution, c'est le résultat de nombreuses années de prise de parole. Et c'est élocution, mais après le contenu n'est pas tout à fait satisfaisant. Il y a un peu trop de récits, un peu trop pas assez de création, j'allais dire ex nihilo. Il faudrait presque à la rigueur inventer une langue, ou donner un autre sens aux mots préexistants. Faudrait quelque chose qui puisse vraiment faire ressortir la singularité dont je voudrais me revendiquer. Encore que ça ne sert à rien de vouloir prétendre être ceci ou cela. Ce qu'il faut signaler, c'est que je suis pour l'instant un être parlant. Je ne sais pas combien de temps ça va durer.
Le temps qui me reste n'est pas tellement énorme. Donc voilà, c'est une manière un peu de lutter contre la loi de l'effacement, la loi de l'oblitération. Je lutte à ma manière. À ma manière. Voilà, quelque part, on lutte. On lutte sans être assuré d'obtenir un quelconque répit. Ne parlons pas de victoire, il n'y a pas de victoire. C'est marrant, la dernière fois je regardais, re-regardais, j'ai pris ça un peu au milieu, euh, comment on appelle ça, la soupe au chou. Je me rappelle, j'avais essayé de lire le livre dont est extrait le film, ou l'inverse, je ne sais plus. Et j'ai pas réussi, cette langue-là m'avait pas pris. Et après, donc, je me rappelle les trois protagonistes du film sont tous morts. Au moins deux étaient des alcooliques affirmés, ce qui est dans le film, il y a beaucoup d'alcool. Et c'est vrai, c'est une sorte de... C'est assez un peu dérisoire et en même temps, c'est la vérité de la fin de vie, un peu. Quelquefois, notre fin de vie correspond à la fin d'une époque. On n'a pas tous l'occasion d'être sauvés, d'avoir la chance. Il ne suffit pas qu'on dise, qu'on lance une prière, il ne suffit pas qu'on fasse un bruit particulier pour que cela attire l'attention d'un être. D'ailleurs, ça ne marche pas. Tu peux prier autant que tu veux. Je te remercie pour toutes les prières que tu m'as adressées d'ailleurs. Je suis très flatté. Mais bon, cela... Le regret, évidemment, le regret. De voir là comme une sorte de document, comme une sorte de... Oui, la persistance d'une existence qui a disparu depuis longtemps. Des gens qui ont disparu depuis longtemps. Puis... Et puis il reste que ces images-là. Ils sont encore en train d'aller venir, il suffit de le mettre en marche, d'appuyer sur un bouton, puis il se réanime. Mais c'est pas une vraie vie, ça. Ils sont prisonniers d'un décor, ils sont prisonniers d'une situation, ils sont prisonniers d'eux-mêmes et d'une époque et tout ce qui suit. Je le regrette. S'ils pouvaient m'entendre, je regrette pour eux. En attendant, je regrette pour des gens qui ne peuvent pas m'entendre et je ne peux pas dire à ceux qui peuvent encore m'entendre combien ils me sont importants, combien je les trouve indispensables à l'idée que je me fais du monde, que sans eux, le monde doit être encore moins monde. Ça va être encore une fois le vide qui avance, le vide qui fait le vide. Le vide qui avance. Le vide qui vide. Le vide qui efface, qui anéantisse. Ouais, qui rase tout. Ouais. À un moment, j'avais envie d'écrire sur Tabula Rasa. Ouais, à une époque, je croyais
tant d'autres qu'on pouvait tout reprendre, tout recommencer. Tabula rasa. Je suis arrivé à un âge où c'est moi plutôt qui vais être rasé. C'est moi qui vais être enlevé. C'est moi qui vais être effacé. C'est plus, je n'aurai plus rien. J'ai abandonné depuis longtemps l'envie de changer le monde et de me changer moi-même. Je voudrais juste, comme tant d'autres et comme tant de fois je l'ai dit, j'aimerais juste profiter d'un peu de répit en attendant, en attendant rien. En attendant la mort, comme en attendant Godot, ce Godot qui ne vient jamais, en attendant la mort, mais la mort, elle vient, mais elle n'apporte rien. Voilà un travail qu'il faudrait faire en attendant la mort, un peu une sorte de recréation d'en attendant Godot, mais on parlerait de la mort qu'on n'a pas envie de venir voir, de venir arriver. On n'a pas envie là, qu'elle se pointe, mais elle se pointe et elle ne veut pas partir. Et la mort, c'est... Quand la mort est là, il n'y a plus rien. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Purée de purée. Comment faire? Voilà quelque chose qui a commencé par le concept, entre guillemets, de insécurité affective et qui a dérivé jusqu'à arriver de nouveau assez désolé de cette perspective de la mort, à se désoler d'être mortel, d'être si près de son terme. J'ai pas fini mon apprentissage, j'ai pas fini ma formation. C'est seulement maintenant que je commence à saisir le rapport entre les choses. Et encore, il est possible que ce que j'en ai saisi ne soit pas réellement pertinent. Il est possible que la vraie pertinence, la vraie compréhension demanderait encore plus de temps. Mais en attendant, on meurt sans avoir tout compris, tout saisi, sans avoir vraiment tout pensé, tout. On meurt alors qu'on n'a rien achevé. En plein travail. Voilà.